Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 1er mai autour d'une vidéo qui va s'articuler entre la fantaisie et le travail. Je me suis dit voilà, on va mêler deux thématiques et surtout c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Je vous avais présenté très récemment une nouvelle sortie chez La Talente où on est vraiment sur quelque chose qui se passe dans les bureaux, voilà, avec c'est super méchant avec un grand chat et ce genre de choses. On voit de plus en plus dans les fantaisies qui paraissent, notamment les fantaisies qui sont un petit peu engagées, des fantaisies qui parlent du travail, qui parlent des conditions de travail, qui envisagent une autre façon de travailler, un autre rapport au travail. Voilà, c'est normal, la fantaisie est un genre qui permet de faire réfléchir beaucoup sur la société. Voilà, on a la chance avec ça. La science-fiction aussi, la science-fiction, c'est vrai que c'est un genre où il y a toujours beaucoup de mise en avant du travail, du fait que on a des personnages qui sont des scientifiques, des chercheurs, des exploiteurs, des terraformeurs, des gens qui travaillent dans des navettes ou des vaisseaux. C'est souvent mis en avant. En fantasy, on est très très souvent resté dans des clichés. Fils de forgeron, on a des métiers où c'était pas forcément très très mis en avant. On avait des quêtes avec des héros, mais pas forcément des héros qui avaient une place dans la société. Souvent, c'était des jeunes hommes qui partaient pour une grande aventure. Je pense à Tolkien par exemple, ou même à Lewis, où les personnages, t'as pas l'impression qu'ils ont beaucoup la notion de travail dans leur texte, alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus présent. Il y a des dystopies où c'est tourné autour. Je prends Divergente par exemple, où on a vraiment des castes dans la société. On a les altruistes qui sont là pour tout ce qui est aide aux personnes, on a les audacieux qui sont l'espèce de force armée, on a les scientifiques, on a les cultivateurs. Il y a vraiment, les sociétés sont un peu organisées, c'est plutôt dans la science-fiction. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 4 livres qui abordent le thème du travail de façon assez différente. Avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler 2 petites choses. La première, c'est que ce week-end, on est à Ouest Hurlant. Donc Ouest Hurlant, c'est le gros festival d'imaginaire sur Rennes. Voilà, c'est avec les Imaginales, les 2 gros festivals de l'année. À Ouest Hurlant, je serai là tout le week-end. Émilie et Arnaud seront là pour sur samedi quelques heures. Je vous reconfirmerai ça sur Instagram au niveau des horaires. Mais sachez que voilà, ils seront disponibles. Ils seront disponibles pour la dédicace aussi. Et on a très très hâte de vous y rencontrer. Et qu'à la fin du mois, on sera aux Imaginales. Donc pareil, Arnaud et Émilie seront là de sur le samedi, il me semble, et peut-être le dimanche quelques heures. Je vous remettrai les horaires. Et H. Pandal sera là aussi normalement le samedi et le dimanche, mais tout ça je vous le reconfirmerai. Et sur ce, on va commencer tout de suite. Je vais vous prendre le petit roman de science-fiction parce que pour petit roman, c'est un tout petit roman. C'est un petit roman qui fait une 150 pages. Ça s'appelle Les Employés de Olga Ravine, donc qui est une histoire qui prend pour partie qu'il y a une énorme société à des millions de kilomètres de la Terre qui gère en fait ce monde-ci. C'est une puissante compagnie totalitaire qui gère les humains et les ressemblants. Les ressemblants, c'est des sortes de robots avec une peau humaine. Et au cours de leur recherche, ils vont trouver une planète habitable et des artefacts donc extraterrestres qui vont avoir une influence. Et on va être 18 mois après cette découverte où il y a une commission d'enquête qui va être envoyée pour questionner les membres de l'équipage humain et donc les ressemblants. Donc il y a la notion de travail et d'exploitation dans le texte. C'est un texte aussi qui parle beaucoup du rapport humain et robot dans la tâche ouvrière où il y a vraiment une segmentation dans le travail, une exploitation. Et donc là, le grand méchant, du moins la société, est construit autour d'une énorme compagnie totalitaire qui est très puissante et qui, dès qu'il voit qu'il y a un petit engrenage de leur entreprise qui part un peu à volo, va forcément vouloir couper l'herbe sous le pied. Donc c'est sous forme de déposition comme vous le voyez, il n'y a pas de nom et tout, c'est au milieu de la... En fait quand tu les lis, tu retrouves certains personnages, mais souvent c'est des personnages assez différents. Et c'est un texte qui t'emmène, tu sais pas trop où, voilà, au fil de ces dépositions-là. C'est pas une fantaisie extrêmement développée, c'est plus vraiment sur le rapport au travail et le rapport entre les employés, voilà, pour le coup. Et c'est un petit texte assez sympa, très court pour les gens qui ont envie de le découvrir. On parle aussi du fait que ces robots ont été simplement créés pour le travail et qu'est-ce que ça a comme implication sur leur vie parce qu'ils ont une certaine conscience et tout. J'ai trouvé ça sympa. Après moi, comme je vous le dis, je ne suis pas une spécialiste de la science-fiction. Pour un jeune lecteur de science-fiction comme moi, ça a été très très cool. Ensuite, nous passons à quelque chose de bien plus fantasy. Alors, la notion de travail ici, elle est importante parce que le nœud du récit se tourne quand même autour d'une personne qui est envoyée
par le gouvernement, parce qu'elle travaille pour le gouvernement, pour résoudre une tâche, et que y a beaucoup de choses qui sont tournées autour du travail dans le texte, je trouve. C'est La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett, donc chez Albin Imaginaire, qui est un texte, alors c'est assez drôle, un des premiers textes de Bennett, mais qui est sorti après donc Les Maîtres enlumineurs. Alors La Cité des Marches, c'est une sorte de mix entre un récit de fantasy et un récit policier. Vous imaginez un monde où une terre a été colonisée par un grand empire. Sur cette terre, en fait, on n'a plus le droit de prier les anciens dieux. Voilà, la religion est bannie. Et on va suivre une jeune femme qui est envoyée par le gouvernement, avec qui elle a des liens très importants, pour résoudre un problème. C'est-à-dire que une des personnes qui travaille qui a été envoyée et qui travaille comme une sorte d'ambassadeur sur place, disparaît. Et il a fait des recherches notamment sur la religion, et cette personne va reprendre son boulot pour enquêter et savoir ce qui s'est passé. Et donc on suit le parcours d'une jeune femme qui travaille pour le gouvernement, dont on apprend le passé, et qui va devoir endosser la tâche d'ambassadeur et jouer un peu des coudes pour montrer qu'elle mérite son poste d'une certaine manière. Voilà, dans le texte c'est assez présent. Mais surtout en étant liée au fait qu'elle a bénéficié déjà du point de vue qu'elle est issue du peuple colonisateur, mais surtout qu'elle est liée aux grandes structures dirigeantes, et donc elle est là un peu par népotisme. Et voilà, le travail en fait il est hyper présent, parce que son boulot c'est de retrouver cette personne. Genre elle n'est pas envoyée pour des questions de je suis une personne qui veut sauver le monde. Non, son boulot c'est de retrouver ce qui s'est passé, et elle retrouve son amour de fac, bon, c'est pas la fac mais bref, son amour de jeune adulte, qui lui est propriétaire d'une société importante, qui fait des placements, et ça va le mettre un petit peu dans la mouise. Donc voilà, la notion de travail elle est assez importante dans le texte, parce que cette jeune femme, qui est une espionne en soi, va prendre un peu ce rôle d'ambassadeur historienne, et va enquêter, et on va avoir toutes des scènes de bureau. Comment est organisée la hiérarchie dans cette société-ci, comment c'est articulé, comment ce rapport à la colonisation est aussi intéressant dans le texte. Et voilà, donc moi ça m'avait assez marqué qu'on ait beaucoup de scènes qui se passent dans le milieu du travail. Bah, pour comparaison, tu vois, c'est comme s'il y avait énormément de scènes de Harry Potter qui se passaient au ministère de la magie, tu vois. On a des scènes de bureau, on a des employés, des relations voilà, entre les personnages, des relations d'hiérarchie et ce genre de choses. Et c'est assez intéressant. Alors c'est peut-être celui-ci qui parle le moins de travail, mais quand je l'ai lu, je me suis dit, il y a quand même une grande place associée, parce que le personnage, il prend des notes, il fait des rapports, voilà, il est dans cette démarche un petit peu de travail actif, donc voilà, c'est important. Et puis, alors c'est un livre qui peut se lire en un seul tome, voilà, et l'histoire est terminée, même si ça prête à une suite, mais c'est un univers qui mêle vraiment fantasy, colonialisme, polar dans le même monde. Et moi j'ai beaucoup aimé ça, parce que j'ai trouvé ça assez original, et les liens des personnages sont vraiment bien travaillés, surtout les portraits de personnages sont très différents de l'habituel. Voilà, on a un portrait de personnage féminin qui sort des carcans de l'imaginaire habituel, et les relations sont vraiment très bien dépeintes, et tout le rapport à la religion, à la colonisation est vraiment très très cool. Ensuite, alors celui-ci, c'est un livre d'imaginaire très engagé, dont le travail n'est qu'une question abordée dans le texte, mais c'est une question qui est prégnante, parce que c'est un texte qui imagine un monde où le marxisme serait appliqué, voilà, de A à Z, où le concept de propriété n'existe pas. Je vous présente Utopia de Camille Le Boulanger. On suit Humo qui vit dans un petit village dont, comme tous les petits villages, il n'appartient pas à ses parents, il n'exploite pas les ressources, rien, il n'est pas lié par le lien de propriété et d'usage. Et donc, Humo, au cours de sa jeunesse, va tomber extrêmement amoureux d'une jeune femme, d'une jeune fille, qui vont grandir ensemble, et cette jeune fille va prendre un parcours tout à fait différent de lui, c'est-à-dire que Humo, lui, suit les concepts de la société dans laquelle il vit, et cette jeune femme, elle, va écrire un livre bouleversant où elle est en contradiction avec le monde dans lequel elle vit, où elle parle du fait qu'elle a très mal vécu le fait que ses parents ne se comportent pas comme des parents, parce que là, c'est les villages qui éduquent les enfants, les parents ne considèrent pas leurs enfants comme vraiment des enfants, c'est-à-dire qu'ils les partagent, voilà, il n'y a pas cette relation de propriété un petit peu qui existe entre parents et enfants.
Et ça va bouleverser son monde à lui, et lui il va se poser des questions. On le suit donc de sa jeunesse jusqu'à la fin de sa vie, dans énormément de thèmes. Et quand Humo, alors au début on suit sa jeunesse, son rapport à ses parents, au village, à la société dans laquelle il vit, ensuite à ses études et ce genre de choses, aux femmes, voilà, on parle beaucoup de mariage, sur le fait que ça n'existe pas, le polyamour, sur ce genre plein de choses, où le concept de propriété n'a aucune place. Et on parle aussi du travail. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce texte-ci, c'est que les gens choisissent ce qu'ils veulent faire. Voilà. Il n'y a pas de contrainte en soi. On est maître de son travail, on est maître de tout. Et donc Humo va, au fil de ses études, s'orienter vers différents travaux. Voilà, les gens qu'il a côtoyés, parce qu'on suit un groupe d'enfants, mine de rien, vont aller dans différentes directions. Et on suit en fait tout son... Il y a des grands chapitres, on suit tout son rapport au travail, sur comment il travaille, comment en fait le travail est valorisé dans cette société où il n'y a pas de propriété. Voilà, comment on motive les gens à aller travailler, comment on organise cette société-ci. Et c'est hyper intéressant parce que c'est une projection. Et comme je vous présente, c'est pas une défense en bloc du système marxiste dans un récit d'imaginaire. C'est un texte qui va présenter autant les valeurs positives de ce régime-ci que ce qu'il peut y avoir comme dérive, comme dans tout régime. Et il y a une vraie nuance dans le texte, et il y avait aussi des nuances au niveau du travail, voilà, là-dessus. Mais c'est une partie très importante du texte. Voilà, c'est assez engagé, mais c'est assez intéressant de suivre ce point de vue-là. Et comme on suit Humo, en fait, le rapport au travail, il est quand même assez présent. Mais je me souviens de chapitres complets qui sont tournés autour de comment articuler une activité où il n'y a pas pas de propriété, on ne force pas à travailler. Et c'est assez intéressant parce qu'à un moment, dans mes souvenirs, il travaille dans des sortes de manufactures. Il y a quand même un système de récompense, et c'est aussi des limites de ce système-ci où on nous montre que malgré le fait que chacun est libre et ce genre de choses, il y a quand même un système où tu es récompensé financièrement. Et par exemple, Humo, donc il se plaît dans son travail, il travaille beaucoup, il se retrouve à un moment à devoir devoir monter, de bénéficier davantage, et lui il trouve pas ça normal dans la société dans laquelle il vit, donc il se pose des questions et ce genre de choses. Donc voilà, dans Utopia, c'est une question qui est assez récurrente dans le texte, où on a vraiment plein de métiers différents qui sont exposés, et où le concept de même s'il n'y a pas de propriété, il faut quand même manger d'une certaine manière. Et ça, moi j'ai beaucoup aimé. De toute façon, j'ai beaucoup aimé ce texte-ci parce que ça m'a rappelé mes notions d'économie quand j'étais au lycée. Mais voilà, c'est un véritable parti pris engagé pour le coup. On adhère ou pas à ces idées, c'est pas forcément l'intérêt de ce texte-ci. Là, c'est plutôt proposer une vision de ça et des limites. Et tu vois, ça aurait été qu'un texte de promotion, ça aurait pas forcément eu de l'intérêt, mais là qu'il y a des contrebalancements et qu'en fait cette utopie, il n'y aura jamais possiblement d'utopie pour plein de raisons possibles, et c'est assez chouette là-dessus. Alors le dernier, je vais faire quand même une parenthèse parce que je l'avais dit dans la chronique, c'est un livre qui parle du travail, ça se vend comme un livre qui parle du travail, mais l'image de la gestion de société, d'être son patron est catastrophique dans le roman. Voilà, c'est extrêmement romantisé, et c'est un peu, je dirais pas que c'est un peu insultant pour les gens qui ont leur propre entreprise, mais je trouve que c'est une image très biaisée et très romantisée, et ça promeut le fait que l'entrepreneuriat c'est simple, alors que c'est vraiment extrêmement compliqué. C'est Les gens délatés, alors c'est pas le but du livre, mais c'est vrai que le fait que ça soit tellement cosy et doudou, ça donne une image qui est très faussée du texte. Alors Les gens délatés de Travis Baldree, c'est pas un texte que j'ai aimé forcément. Je pense pas que je suis réfractaire à la cosy fantasy, mais parce que j'en ai déjà lu avant qui pourrait s'apparenter à ce genre-là, avant que vraiment ce genre soit marketing. Mais voilà, moi j'ai trouvé que le texte était trop creux pour moi. C'est l'histoire donc de cette jeune orque qui... orque ou... C'est une orque ? Oui, c'est une orque. Qui était mercenaire, et qui un jour ou l'autre en fait a envie de prendre sa retraite et d'ouvrir un petit café. Café parce que elle est allée, elle a eu la chance de visiter le monde entier grâce à son métier, et dans la ville où elle s'installe, il y en a pas, et donc elle va importer le concept de café, salon de thé dans son village, et elle va faire la rencontre de cette petite succube dont voilà, ils vont tomber amoureux et tenir le restaurant café ensemble. Donc c'est vraiment comment on achète un commerce,
on le transforme, on a des difficultés pour avoir sa clientèle, et oh mon Dieu, on a un petit accident de la vie, mais ça se finit bien parce que les gens vont reconstruire tout. Dans la vraie vie, non. Dans la vraie vie, il faut appeler les assurances, et c'est long, et souvent, tu n'as pas le remboursement que tu escomptes. Mais voilà, c'est sur la vie au café, donc ils embauchent une petite souris, ouais, je sais plus, c'est une petite créature qui fait la cuisine. Mais voilà, c'est très doudou, c'est très mignon. Il y a des gens auxquels ça plaît. Moi, je trouve que voilà, même financièrement, c'est un livre qui est écrit très très gros pour 19,95 €. J'ai trouvé ça extrêmement cher pour le nombre de caractères de signes à lire. Voilà, je suis assez pointilleuse là-dessus maintenant parce que je suis un petit rat, et puis je sais un peu comment se passe l'édition, et que voilà, pour le coup, pour de l'impression en Italie, ce prix-ci et les marges et tout, on se met bien, quoi. On se met bien. Mais Les gens délatés, c'est vraiment tourné autour de l'entrepreneuriat romantisé, la gestion d'un petit café. En fait, c'est un téléfilm M6 de Noël, mais avec des orques et des succubes, voilà, avec des messages d'ouverture d'esprit. Mais le travail, c'est quelque chose de hyper important dedans, parce que le personnage, il est confronté à quelques petits problèmes, voilà. Il y a le seul truc qui pourrait être intéressant et un peu crédible, c'est le fait qu'ils doivent payer un impôt dérisoire, parce que là, vu ce qu'elle doit payer à l'espèce de mafia en place, on a l'impression d'être en Sicile, voilà. Mais non, mais elle va se battre pour pas payer d'impôts. Ah, j'aimerais bien qu'on se batte, qu'on fasse un petit duel pour ne pas payer l'URSSAF, mais ça ne se passe pas comme ça. Un livre sans prise de tête, mais qui tourne autour du concept d'entrepreneuriat, et c'est pas forcément ce qu'il y a le plus. Mais vraiment, c'est un mélange de... Attendez-vous à un scénario digne d'un téléfilm d'M6, hein. Vous attendez pas à plus, parce que vraiment, c'est un genre particulier. Je pense que ça pourrait plaire à des gens qui ne lisent pas du tout d'imaginaire, du genre ça permet de rentrer un petit peu dans ce monde-ci, mais voilà, l'originalité du texte, c'est juste que c'est des orques et des succubes, et qu'il y a des créatures. Sinon, le reste, c'est quand même très vu et revu. Mais voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à recommander des textes, hein, mais j'aurais pu vous... En fait, la place du travail, elle est quand même très présente en imaginaire. Vous prenez les grands classiques, Fitz dans l'Assassin Royal, il est assassin du roi, voilà, c'est son métier. On a beaucoup de livres de fantasy, on a des soigneurs, on a des guerriers, voilà, qui sont mandatés par la cité, hein. On voit qu'ils sont payés pour travailler pour la cour, pour X et X raisons. Tu prends l'Arcane des épées, c'est Simon, je crois, son nom de personnage principal. Lui, il travaille aux cuisines, c'est un orphelin, mais il travaille aux cuisines, et contre ça, il peut vivre au château, voilà, avec quelques piécettes. Il y a toujours la notion de travail, mais c'est vrai qu'auparavant, on avait quand même beaucoup de métiers qui étaient assez clichés, et voire même des personnages qui n'ont pas du tout de métier, hein, qui sont du genre, je suis le magicien du village, je vis en ermite, et je vais accompagner le jeune garçon qui n'est pas rentré dans la vie active, pour aller sur des textes qui, voilà, dénoncent les conditions de travail, qui parlent du système de travail, où même les personnages, au-delà de leur aventure, ont un boulot à plein temps, quoi, à gérer, et ça, c'est intéressant. Voilà, je prends toujours l'Assassin Royal, mais l'intérêt amoureux de Fitz, par exemple, je sais plus son nom, Molly ou quelque chose comme ça, elle travaille, donc elle a des difficultés financières, elle reprend le commerce de sa mère, je crois, et elle fait des bougies et de la cire et ce genre de choses. Donc on a toujours un système où le travail est assez présent en imaginaire, et c'est vrai que quand on a des fantaisies où la dimension de travail elle n'est pas prise dans l'univers, en général, c'est un signe quand même que le world building n'est pas forcément très très bien construit. Mais quand j'ai commencé à regarder ma bibliothèque, je me suis dit, en fait, je peux pas faire une sélection où les personnages travaillent, parce qu'en fait, dans la nouvelle vague de fantasy, ils travaillent tous, et heureusement, parce que c'est beaucoup plus crédible, et ça permet un rapprochement aussi aux personnages. Sur ce, n'hésitez pas à faire des petites recommandations, voilà. Même, je pense que j'ai peut-être des lecteurs de SF qui vont me recommander. En SF, je pense que c'est des thèmes qui sont beaucoup plus développés. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.